tout en conservant la propriété de ses actifs, ou lors des appels publics à l'épargne sur le marché intérieur, où des résidents de la zone pourraient éventuellement contribuer. Un autre élément de comparaison, c'est que le coût du plan de redressement sera de 33% plus élevé que celui prévu dans le scénario de base, c'est-à-dire le document de programmation budgétaire économique et pluriannuel 2026-2028, qui fait des projections en moyenne d'un peu plus de 5 000 milliards. Considérez que pour ce plan, l'objectif initial que j'avais confié aux équipes, c'était de mobiliser au moins une année budgétaire de plus, d'essayer de rattraper une année budgétaire de plus, qui équivaut sensiblement à la dette cachée, à la dette qui n'a pas été comptabilisée dans nos écritures. Et comparativement donc au PAP 2A, dont les ambitions n'étaient que de 4% par rapport au schéma initial, c'est-à-dire le PAP 2. Ces éléments de comparaison nous permettent d'apporter ou d'anticiper sur un certain nombre de réponses et qui recoupent notre volonté, notre discours qu'on a toujours tenu. Hier, ici, lors de la remise des lauréats du concours général, je retiens une phrase prononcée par le président de la République, son souhait de voir les Sénégalais s'approprier du concept de souveraineté. Tout ce plan, toute la trame de ce plan répond à ce besoin, à cette option forte de souverainiser notre pays, de faire des efforts par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, 65 ans plus tard, continuer à attendre le salut de l'extérieur. L'Afrique doit évoluer et le Sénégal doit évoluer. Depuis que les constats ont été faits après les audits, tout le débat national tournait autour du FMI. Le FMI n'a pas décaissé. Est-ce qu'on aura un nouveau programme avec le FMI? Ce que nous présentons aujourd'hui n'attend rien quasiment de personne, sinon du peuple sénégalais lui-même. Et c'est fort de ces constats, que nous avons sollicité l'autorisation, sollicité et obtenu l'autorisation du président de la République pour mettre une équipe autour de nous à la primature, regroupant l'essentiel des ministères qui travaillent sur les domaines qui nous intéressaient pour la confection de ce plan de redressement. Je voudrais donc, à cette étape, féliciter les hauts fonctionnaires qui ont travaillé à ce plan. Mesdames et messieurs, le Sénégal regorge d'agents dans la fonction publique de qualité. Ils nous l'ont démontré déjà lors de l'élaboration du référentiel qui a été fait avec l'expertise exclusivement sénégalaise, accompagnée par un cabinet privé sénégalais également. Je veux féliciter tous ceux qui ont travaillé à ce document, sous la coordination de M. Moustapha Sen, conseiller spécial chargé des questions économiques. Les chantiers de financement du plan tournent autour de 3. Le premier chantier, c'est la réduction maîtrisée de la dépense publique, du train de vie de l'État. Le second chantier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Et le troisième chantier, c'est le financement endogène complémentaire hors endettement. Pour l'optimisation de la dépense publique, nous avons travaillé d'abord à l'amélioration de la planification stratégique, notamment avec la mise en place des cadres de dépenses à moyen terme,
des indicateurs de performance, l'élargissement du scoring matriciel des projets. Pour tous ces éléments, je vous aurais renvoyé à la mise en œuvre de la vision sous la coordination éclairée de M. Amin Lo, ministre d'État chargé de l'agenda, appuyé par le box de M. Birom Oloba. Il y a la digitalisation et l'optimisation également de la commande publique. L'introduction de mécanismes de modernisation de la commande publique, de plateformes digitales, mais également la rénovation des procédures d'exécution budgétaire sur lesquelles M. le ministre des Finances a beaucoup travaillé. Évidemment, pour ce qui est de la commande publique, des aspects importants comme la mise en place d'une centrale d'achat qui nous permettra de regrouper un certain nombre d'opérations, de rationaliser également les acquisitions, est un élément extrêmement important. Et enfin, la réduction de la taille de l'État, où les équipes ont travaillé à la fusion et à la suppression d'un certain nombre de structures, particulièrement des structures des agences d'exécution, mais également pour l'administration classique, un travail de resserrement va être fait. Le second axe, c'est la mobilisation des ressources domestiques. La mobilisation des ressources domestiques vise à aller chercher les niches, d'abord dans le secteur du numérique. Nous avons énormément de niches dans le secteur numérique, qui est le secteur en plein essor, mais qui jusque-là était sous-fiscalisé ou pas du tout fiscalisé dans beaucoup de ces aspects. Dans le tableau que je vais vous présenter tout à l'heure, je reviendrai sur le détail ligne par ligne. Il s'agit de la fiscalisation, par exemple, des jeux de hasard en ligne, comment on appelle ça, du mobile money, des transferts marchands également, et de beaucoup d'autres aspects comme ça, qui n'étaient pas suffisamment fiscalisés ou pas du tout fiscalisés quelque part. Il y a également l'optimisation des revenus du foncier. Chers amis, le foncier est un élément important de patrimoine qu'il convient de fructifier en évitant le plus possible de céder. On peut l'utiliser comme levier financier et levier des fonds. Le foncier bâti comme le foncier non bâti. On peut l'utiliser également pour permettre l'accès aux droits, aux titres, contre paiement de sommes bien précises, ce qui permettrait à la fois d'engranger des recettes substantielles pour l'État, mais de sécuriser également la possession pour les citoyens. Les amendes et redevances, une longue liste a été établie pour renforcer les amendes et les redevances par rapport à certains types d'infractions, par exemple au code de la route et beaucoup d'autres infractions de ce genre, dont les conséquences sont incalculables en perte de vies humaines et en dégâts matériels. Le recyclage d'actifs, nous avons beaucoup d'actifs qui nous ont coûté extrêmement cher, qui justifient une bonne partie de la dette. Les actifs portuaires, aéroportuaires, autoroutières, ainsi de suite, qu'il convient de recycler, avec l'option pour nous, toujours, de garder la propriété. Nous avons la possibilité de la concession, nous avons la possibilité de l'ouverture du capital, comme nous avons la possibilité de la cession. Nous écartons pour le moment toute possibilité de céder, mais nous pouvons concéder la gestion, particulièrement au secteur privé, et nous souhaitons qu'il soit prioritairement national, avec un partage des gains sur les dividendes. L'exploration du capital investissement également est un élément extrêmement important, corrélé à des préoccupations telles que la finance, l'économie sociale et solidaire et le développement des coopératives, notamment agricoles. La fiscalité environnementale
qui, comme vous le savez, a un double objectif, à la fois dissuasif sur la pollution et donc environnementale, mais un objectif également de mobilisation de recettes, ce qu'on appelle la fiscalité verte et la fiscalité bleue sur la pollution et les différentes formes de pollution. Le financement durable, vert bleu, énormément de fonds existent aujourd'hui, qui sont des fonds gratuits souvent, les fonds verts et les fonds bleus. À travers le monde, le Sénégal est parti à un certain nombre de conventions, notamment sur la transition écologique juste, qui peuvent aujourd'hui venir abonder également cet effort. Et enfin, la rationalisation des différentes subventions. Le ciblage, un peu essayer de cibler pour toucher les vrais, ceux qui ont vraiment besoin de ces subventions, aussi bien dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la distribution des produits d'hydrocarbures, ainsi de suite, pour éviter que des gens de la couche moyenne ou même des gens très aisés puissent continuer à capter les subventions au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Et enfin, les troisièmes sources de financement, c'est le financement endogène et les ressources complémentaires. Je veux citer ici l'appel public à l'épargne dont nous usons de plus en plus pour mobiliser des ressources sur le marché intérieur en monnaie locale, parce que l'un des problèmes de notre dette aussi, c'est que nous empruntons à monnaie étrangère alors qu'on doit rembourser en monnaie locale. Ça pose un problème sérieux et aujourd'hui, il faut dépasser, de plus en plus recourir à d'autres modèles qui nous permettent de mobiliser des fonds sur le marché local, de financer notre dette en monnaie locale, et la dette en monnaie étrangère doit cibler au maximum possible des activités qui génèrent des revenus en devises, notamment l'exploitation des hydrocarbures, du pétrole et du gaz ou le secteur minier. La promotion d'un secteur bancaire national fort, c'est-à-dire le secteur bancaire à capitaux majoritairement publics. Les débats sont encore en cours sur la nécessité ou non de fusionner un